Bienvenue à la 4e émission de Plein Cadre sur le Festival du film de Saint-Séverin. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une entrevue de Bruno Bulliane concernant le documentaire L'homme de l'île. Mais avant d'y arriver, nous allons vous parler de la participation du public au Festival du film de Saint-Séverin. Alors, Richard, cette participation-là, oui, elle est en nombre, mais elle a un autre aspect aussi. C'est au cœur du festival. Tout à fait. Un des objectifs principaux du festival, c'est justement de permettre ces rencontres-là avec des artisans du cinéma, où on a l'occasion de leur poser des questions tout de suite après la projection, donc on peut leur poser des questions à chaud. Et je vous dis tout de suite que oui, ça pose des questions. On n'a pas nécessairement 300 questions, mais on a des questions extrêmement pertinentes. On voit que les gens ont vraiment porté attention à l'œuvre qu'on leur a montrée. Et la personne qui accompagne, ou les personnes qui accompagnent le film sont à l'avant, évidemment, pour répondre aux questions. Ils sont extrêmement heureux de partager. Parce que, comme je disais, à un moment donné, le cinéma, c'est pas le théâtre. En théâtre, on a la réaction du public sur place, de façon quasi immédiate, alors qu'au cinéma, les gens ne sont pas nécessairement présents dans la salle. Alors, c'est un beau moment d'échange pour eux, là, qui est extrêmement apprécié, tant de la part du public que de la part des artistes et artisans. Alors, venez poser vos questions. Ils vont se faire un plaisir de vous répondre sur différents aspects, justement, de l'œuvre qui vous a été présentée. C'est ça. Ça, c'est tout de suite après la projection du film. Les gens peuvent discuter et on peut approfondir les discussions après coup au pub, où les gens vont pouvoir continuer à aller plus loin, à prendre les artisans ou les artistes à part. Puis avoir des conversations vraiment extrêmement intéressantes. En toute simplicité, j'ai jamais vu personne qui était bien gêné ou gênant, là. Alors, les gens s'y prêtent de part et d'autre. Je crois que les artisans et les artisanes et les artistes aussi sont heureux de nous communiquer leur passion du cinéma dans les différents cadres de métiers aussi. Oui, puis de répondre à des questions pour beaucoup de gens. La vie d'artiste ou la vie de réalisateur ou de productrice, c'est un peu mystérieux. Hein? On les voit à l'écran ou on les voit en entrevue, comme on va voir avec Bruno Bulliane. Et les gens en profitent justement pour satisfaire un petit peu leur curiosité, comme une question que j'avais posée à Louise Latraverse à un moment donné. Qu'est-ce que vous faites quand on ne vous voit pas à la télé? Ou, elle dit, on mise sur tous nos talents. Alors, elle, ça avait été l'écriture en partie, mais surtout la peinture. Alors, c'est ça, on apprend à découvrir qu'ils ont une vie. Oui. En dehors ils vont du faire grand, l'épicerie aussi, puis ils font leur ménage. Exactement. Tout à fait. Ça va jusque-là. Alors, nous allons vous inviter justement à écouter cette entrevue de Bruno Bulliane pour son film L'homme de l'île. Moi, j'ai commencé à guider j'avais 14 ans. Je pense que je connais les jouets, comme ils me connaissent tout bien tout, là, mais c'est fait. C'est normal, il est élevé là, à l'île. On y va, go! On regarde arriver, ça arrivait tout le temps à plein ciel, tu sais comment ça arrive. Puis à un moment donné, quand il a fait 3 heures de Luxembourg, j'ai vu ça. J'ai vu ça sur le tableau. Cette île-là ne serait pas ça si c'était pas de lui. Même qu'il y a des princes, des rois ou des reines qui viennent chasser chez nous, ils sont encore chez Gilles Gagné. Nous sommes dans la sacristie de l'église de Saint-Séverin, église où a eu lieu les projections de la 14e édition du Festival du film de Saint-Séverin. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir le documentariste Bruno Bulliane avec nous, qui est venu ici pour présenter son dernier film, L'homme de l'île. Bruno, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation.
L'homme de l'île, c'est Gilles Gagné, qui est guide de chasse et qui l'a été durant de nombreuses années. Et fait particulier, donc il habite l'île aux Grues et il fait des guides de chasse à l'île aux Grues et à l'île aux Oies. Et fait particulier, c'est qu'il a été guide de chasse pour Jean-Paul Riopelle pendant de nombreuses années. Et de cette relation-là est née une relation d'amitié qui a duré une trentaine d'années. Et aujourd'hui, Gilles est aussi guide de chasse de Marc Séguin, qui est aussi un artiste. Donc il y a un rapport entre l'art qui est quand même assez intéressant dans le film. C'est une question qu'on peut demander à tous les documentaristes. Comment, tout d'abord, on choisit un sujet quand on sait qu'on va investir un nombre de mois, peut-être de tournage, de recherche autour d'un sujet, d'une part, et d'autre part, comment vous avez rencontré Gilles Gagné? Comment vous vous êtes dit, je fais un film sur lui? Bien, je fonctionne probablement comme bien des cinéastes à l'instinct, dans le sens qu'il y a un élément déclencheur, ça peut être une rencontre, une phrase, un mot. J'assiste à une situation, un événement, et je me dis, j'ai comme l'impression qu'il y a un film à faire ici. Des fois, je peux me tromper. Des fois, je suis en train de travailler sur un autre projet, je le garde en tête, puis je vais ouvrir la porte un peu plus tard, je vais investiguer un peu plus tard. Mais c'est sûr que ça prend un éclair qui me dit « Ah, j'aurais envie de passer du temps avec ces gens-là ou dans cet univers-là pour m'y consacrer. » Parce que, bon, comme le cinéma, que ce soit de fiction ou documentaire, on le sait, c'est pas évident à financer non plus. On ne fait pas toujours un seul projet et on en a plusieurs, ne serait-ce que pour gagner notre vie. Heureusement, on en a plusieurs aussi pour se changer les idées. Mais veut pas, peu importe le projet, quand c'est des projets personnels, documentaires, long métrage ou moyen métrage, on sait qu'on va y consacrer, pas nécessairement à temps plein, mais plusieurs années ou plusieurs mois. Donc, il faut qu'on ait envie de le faire. Et dans le cas de L'Homme de l'île, de Gilles Gagné, ça n'arrive pas toujours, mais de temps en temps, un film que je suis en train de faire va mener à un autre film. C'est le cas, donc, L'Homme de l'île. J'ai commencé à fréquenter l'île aux Grues. J'y suis allé pour la première fois en 2008. J'étais en train de préparer un documentaire qui s'appelle « Bullseye, un peintre à l'affût », sur le peintre, avec et sur le peintre Marc Séguin, qui est un ami du secondaire que je retrouvais à l'époque, au début des années 2000. Puis voyant sa démarche artistique, son rapport à la nature, à l'art, démarche très contemporaine, mais en même temps, un rapport au territoire très ancré. J'ai eu envie de faire un film avec Marc et Marc chassait déjà l'oie à l'île aux Oies, à l'île aux Grues depuis quelques années. Et en repérage là-bas, je suis dans une cache à la chasse à l'oie, je fais des photos. Et j'ai l'air de faire du name dropping, excusez l'anglicisme, mais j'ai assis à côté de moi, il n'y a pas Marc. Marc n'était pas un personnage très connu à l'époque, mais il y a Martin Picard, son grand ami, le chef du restaurant Pied de Cochon, qui lui aussi n'était pas encore un personnage médiatique à l'époque. Il chasse avec Marc. Et tout à coup, il me pointe une petite maison à l'horizon, une maison de ferme, une maison un petit peu plus que centenaire. Il dit, tu sais, là-bas, la maison qu'on voit, c'est la maison où Jean-Paul Riopelle a créé la fameuse œuvre L'hommage à Rosa Luxembourg, un magnifique triptyque qu'on peut voir au Musée national des beaux-arts à Québec. Et c'est là que ça a été créé. Et là, ça a piqué ma curiosité. Le soir même, on a la chance de se retrouver chez Gilles Gagné, qui était déjà à ce moment-là le guide de chasse de Marc Séguin, qui était en train de devenir son ami. Et tout à coup, je le questionne sur cette histoire de toile, de Riopelle. Et tout à coup, quelqu'un d'assez peu loquace dans la vie, un homme de peu de mots, mais là, ce soir-là, on est en train de souper, le bon vin aidant, j'imagine. Il commence à me raconter un pan de sa vie très important pour lui, son rapport à l'œuvre, comment il a découvert les beautés de son pays grâce à Riopelle. Et là, on est en 2008, ça fait 5-6 ans que Riopelle est décédé, il est mort en 2002. Il me dit, moi, à chaque année, il faut que j'aille voir l'œuvre au musée à Québec. Je prends ma camionnette, je prends le traversier, je fais 40 minutes de voiture, puis je m'en vais à Québec, puis je passe une demi-journée devant l'œuvre. C'est des souvenirs là, que, pour moi, là, que j'ai eu la chance de vivre. Pas créable, là, tu sais, quand tu dis là, que j'ai placé du oiseau sur cette affaire-là. Là. Puis de le voir travailler, là. Tu peux pas oublier ça, là. C'est de toute beauté, là. De toute beauté à voir. C'est de toute beauté. Nous, on était chanceux de le voir. Moi, je l'ai vu monter, je l'ai vu travailler, je l'ai vu installer. Puis, pourquoi tu penses que je vais avoir à 3 ans, là? J'ai des souvenirs, puis c'est beau. On dirait que ça change à 3 ans. Je pense pas que ça change, là, mais on dirait que ça change à 3 ans.
il a participé de très, très, très près et à l'artiste et à la création de l'œuvre. Mais c'est aussi sa vie à lui qui est inscrite là. Puis c'est beau parce qu'il y a juste lui qui sait d'où viennent les trucs puis comment ça a été fait. Il était dans cette proximité-là de se dire, l'œuvre se fait aussi grâce à moi. C'est comme quand il meurt, il saigne les lois, quand tu tues un oie ou un faisan, il saigne un peu de la bouche en 24 ça. C'est comme si l'oiseau saignerait, là, tu sais. Il l'a tellement vu faire parce qu'il est un chasseur. Fait que, tu sais, il a l'armée pareil. Il me l'a pas dit que c'est ça, mais moi, je pense que c'est ça. Parce que c'est à logique que c'est ça. Ça, ben, ça, c'est moi. Ça, c'est moi avec mon aviron quand je faisais du canot à glace. Alors moi, je me retrouve devant quelqu'un, il y a une fin cinquantaine à l'époque, qui est guide de chasse depuis l'âge de 14 ans. Il n'a pas un bac en art, il n'a pas un bac en histoire de l'art, il n'a même pas fini son secondaire, mais c'est un homme d'une intelligence terrienne qui me dit ça. Je dis, voilà quelqu'un où la beauté, l'art, au sens large du terme, a une influence sur sa vie. J'ai fait, il y a un film à faire ici. C'est resté comme ça, parce que là, j'étais en train de faire le film avec Marc Séguin Bullseye. Et quelques années plus tard, donc, je suis retourné voir Gilles et Gina. Ils avaient vu un peu de quoi il avait l'air à l'écran dans le film Bullseye. On le voit un peu dans ce film-là. Et j'ai fait ma grande demande. Mais bon, mais au départ, je ne suis pas arrivé en disant « je veux faire un film sur toi ». On essaie, en tout cas moi, j'essaie quand je fais des films et j'attaque un sujet, de rester assez large au départ. Puis au fur et à mesure de la recherche, je présume que les choses vont se préciser. Au départ, c'était plus un film sur l'île aux grues, sur l'île aux oies, sur éventuellement son rapport à lui, à Riopelle. Et il a accepté bien gentiment et humblement d'embarquer dans l'aventure. Parce que ça, c'est une autre question que je voulais vous poser. Est-ce que c'est difficile? Parce que, étant donné qu'il était déjà peut-être sur il a été tourné lors de l'autre projet, est-ce qu'il y a peut-être une familiarité avec la caméra, quelque chose qui le stressait peut-être un peu moins? Parce que c'est pas une personne qui est habituée d'être sous les projecteurs. Donc, de lui dire, je vais faire un documentaire, vous serez le sujet du documentaire. Donc, il a accepté, mais est-ce qu'il y avait une certaine crainte? Ou disons, les premières fois que vous êtes allé le filmer, est-ce qu'il y avait une difficulté à se laisser aller, à accepter la caméra, accepter le... Dans ce cas-là, l'avantage que j'avais, très bonne question, parce qu'effectivement, il remarque, j'avais tourné avec lui, donc, quelques séquences dans Bullseye. On avait retenu une séquence d'à peu près 7-8 minutes au montage, mais j'avais aussi, d'abord, j'avais constaté qu'il était très à l'aise devant la caméra, dans des situations de cinéma direct. C'est-à-dire, il savait nous oublier, même si moi, je n'ai pas tendance, on essaie de ne pas filmer les gens comme des insectes, on ne se cache pas avec l'objectif, on n'est pas là, on n'est pas là. On fait partie de la réalité quand on tourne, on prend le temps de faire connaissance, de s'apprivoiser mutuellement. Mais j'ai constaté qu'il était très à l'aise avec la caméra, il savait nous oublier, faire comme si on faisait partie de la gang, si on veut. Et ça, pour moi, c'était comme quelque chose d'acquis, je le savais. Et en plus, je lui avais fait cadeau de plein d'images qu'on avait filmées, qui n'avaient pas été gardées au montage, différentes séquences de chasse pour lui faire plaisir, pour le remercier de son temps, de sa générosité, de sa confiance. Et ça, il les a regardés, il a aimé ça, il a regardé ça avec ses petits-enfants, avec ses filles, ça lui faisait un souvenir. Donc, il a vu aussi comment on travaillait. Mais par contre, intuitivement, je savais qu'il allait bien passer l'écran, mais je savais aussi que c'était un homme de peu de mots. Je me suis dit, si je le mets dans des situations de tournage d'entrevue officielle, exemple, la caméra devant lui, un peu comme on est en ce moment, ça ne fonctionnerait pas avec lui. Il va geler, il va trouver ça trop officiel. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas le premier à faire ça, mais c'était la première fois que moi, je faisais ça. Les entrevues de Gilles dit de fond, où il nous raconte un peu plus, j'avais pas de caméra. Je l'ai fait uniquement avec le preneur de son. Okay. Et avec le monteur, Vincent Guinard, avec qui je travaille depuis des années, on s'était dit, regarde, on va y aller en son seul. C'est-à-dire, on va se servir de tous les tournages là-bas, les visuels, pour... J'aime pas l'expression, mais bon, c'est la seule qui est la plus compréhensible, j'imagine, pour illustrer le propos de Gilles à travers des séquences qu'il vit, des plans de paysage et tout, et qui pourra nous servir comme une espèce de narration intérieure de Gilles, qui commente sur son île, qui nous raconte des choses. Et j'ai fait la même chose avec Marc Séguin intervient un peu dans le film, Gina aussi. Donc, ils ne sont pas filmés, ils sont uniquement enregistrés au son, parce que Gilles, c'est un conteur né, de toute façon, mais pas devant une caméra. Donc, là, on faisait ça dans sa cuisine, dans la maison de chasse, avec un café ou une bière, puis ça pouvait durer 1 heure ou 2.
Et on faisait du montage après avec ça. Donc, et là, il était à l'aise à ce moment-là. Et aussi, c'est quelqu'un de silence. Donc, la chasse, le contact avec la nature que les gens ont à l'île, c'est ça aussi, c'est le silence pour beaucoup. Donc, il me servait à ce niveau-là. Mais il y a une présence intéressante, Gilles, visuellement et physiquement. Puis, moi, c'est un peu mon dada. Je n'ai pas décidé ça en commençant à faire du cinéma, mais quand je me recule après, je suis rendu à peu près presque une quinzaine de documentaires unitaires. J'exclus les séries documentaires et les émissions de télé auxquelles j'ai réalisé, mais il y a presque toujours, dans les choix de sujets que je fais, un rapport au territoire. Dans le sens que les personnages qui m'intéressent, les protagonistes qui m'intéressent, ont un rapport particulier à leur environnement. Ils se définissent souvent par rapport à leur environnement. Gilles, c'est complètement ça. L'île aux grues, l'île aux oies, on est dans l'horizontalité pure. Les édifices les plus hauts, c'est les silos, qu'il y a quelques-uns qui ont là. Donc, on a choisi le format 2,35 aussi pour son horizontalité. Et Gilles, bien, c'est comme un être plus grand que nature, mais qui peut aussi être tout petit dans la nature. Donc, oui, de temps en temps, des gros plans sur lui en avant-plan, mais avec toujours souvent cette immensité-là en toile de fond. Donc, donc, quand je dis que le territoire définit l'homme, c'est aussi le rythme, le rapport au temps. On est sur une île, on est isolé du reste du monde, entre guillemets. Donc, le temps n'est pas le même. On fait durer la vie à l'île est comme ça. Donc, on a fait durer les plans volontairement. Le rythme du film est calqué sur le rythme de l'île. On met ton bas en haut. Moi, j'ai commencé à guider, j'avais 14 ans. J'ai une cinquantaine d'années. 49, 48, là-dedans. Parce que les premiers chasseurs que j'ai guidés, c'était un ancien membre. J'étais jeune, il avait 14 ans. Puis les autres ne voulaient pas me prendre parce que j'étais jeune, j'étais trop jeune. Ils trouvaient que j'étais trop jeune. J'ai dit, moi, le prendre, moi. Je connais l'île aux oies, je la connais. J'ai été de vélo. Et je le sais que si les oies, la mer monte, les oies, ils ont été dans les champs cette journée-là, ils vont retourner là. Ou ils vont avec l'autre sorte de vin, ils vont aller là. Je pense que je connais les oies, comme ils me connaissent tout bien tout, là, mais c'est normal, j'ai été élevé là, à l'île. Pour quelle raison Marc est venu ici, par rapport qu'il aimé l'île et tout la première fois qu'il est venu. Il vient à la chasse, il aime la chasse, mais il aime beaucoup l'île. Non. M. Riopel est allemand, hein? Il adorait l'île. Non. Marc, regarde, on s'est bien adonné. Moi, je trouve que c'est la même chose que M. Riopel, comme on était avec M. Riopel. Là, regarde, il n'y a pas de différence, je pense. On parle du silence de ton protagoniste, on parle de la durée, on parle justement, si je ne me trompe pas, l'île aux grues, l'hiver, est-ce qu'il y a encore le traversier? Non, l'île aux grues, à partir du moment qu'il y a des glaces, c'est trop dangereux. Normalement, généralement, mi ou fin novembre, il n'y a plus de traversier et ça reprend normalement en avril. Donc, le reste de l'année, c'est les 4 mois d'hiver, c'est accessible par avion uniquement. OK. Fait que les gens sont un peu je ne vais pas dire laissés à eux-mêmes, un peu isolés encore plus. Voilà. Et donc, tout cet aspect-là du silence, de la durée, de l'horizontalité, comme tu parles, donc ça fait que le résultat est un documentaire qui est beaucoup plus impressionniste qu'un documentaire, disons, plus classique, télévisuel, d'information. Et je me demandais dans ta pratique si c'était quelque chose avec lequel tu étais déjà à l'aise et aussi, est-ce qu'il y a toujours une crainte parfois par rapport au public de le laisser embarquer en lui disant « Faites-moi confiance, je vous amène dans un autre rythme, je ne vais pas vous gaver d'informations, je vais vous donner le pouls d'un lieu, le pouls d'un personnage. » Est-ce qu'il y a ces considérations maintenant sur la table de montage où on se dit « OK, est-ce que je le continue ce plan-là ou je l'arrête, même si moi, je voudrais qu'il perdure? » Oui, bien, bonne question. Je dirais que ces considérations-là interviennent pas mal en amont, en tout cas pour ce film-là. Moi, j'ai le bonheur, là, Vincent Guignard, mon proche collaborateur, ça fait une dizaine de films qui montent pour moi et avec moi.
le monteur image, donc, on s'est dit en partant, bon, d'abord, je voulais me faire plaisir. Je n'avais pas la contrainte d'un télédiffuseur. Les télédiffuseurs, ce sont d'abord des collaborateurs quand on fait un film avec eux. J'ai rien contre eux, au contraire, on en a besoin puis on aime ça parce que nos films sont davantage vus. Mais je me suis dit, dans un premier temps, voilà un film qu'il faudrait que je fasse pour la salle, pour le spectateur passif, c'est peut-être pas le bon terme, mais tu es assis puis tu as accepté dans les conventions, je viens passer un moment au cinéma. Ça se peut que si j'aime pas ça, que je m'en aille, mais tu es assis là et tu regardes. Et le grand écran aussi, il est pour beaucoup dans le rythme. C'est sûr que, bon, ce film-là, je l'ai vendu à la télé. Il va être diffusé l'an prochain à Radio-Canada, mais ils veulent un 52 minutes. Donc, le rythme ne sera pas tout à fait le même. Ça va être encore un peu baveux, je pense, pour la télé. Mais c'est sûr que, exemple, de ne pas avoir personne qui parle, il n'y a pas d'intervention, de dialogue ou d'explication avant la 8e minute dans le film. Pour laisser installer les lieux, les personnages, le rythme de l'endroit. En télé, on m'aurait dit tout de suite, si j'avais fait ce film-là avec la Radio-Canada ou Télé-Québec ou peu importe le télédiffuseur comme partenaire, on m'aurait dit hey, « non, il faut qu'on sache plus vite de quoi il en retourne ». Je ne voulais pas ces contraintes-là, mais en même temps, il y avait un problème de, bon, il faudrait quand même placer minimalement le décor. Donc, c'est pour ça qu'il y a un texte au début du film qui campe un peu, bon, le rapport que Riopelle a eu, que Gagné, M. Gagné a eu avec Riopelle, le fait que maintenant il guide Marc Séguin. Ça parce que j'avais peur que les gens passent les 5-6 premières minutes à dire où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. Bon, ça, c'était comme minimalement important. Mais après ça, effectivement, j'ai le luxe, entre guillemets, c'est un luxe avec des contraintes, on n'a pas les mêmes budgets, évidemment, de ne pas avoir d'obligation de format. Parce qu'un télédiffuseur, la principale contrainte, c'est tu nous fais ça en 45 minutes ou en 52, peu importe. C'est très rare qu'ils vont diffuser un long-métrage intégralement. Et bon, il faut y avoir des pauses publicitaires, mais bon, c'est nécessaire, il faut qu'ils se financent. Donc, je n'avais pas ce souci-là. Mais c'est sûr que... Mais étrangement, là, le film a très bien vécu quand on l'a lancé au printemps dernier. Un mois en salle à Québec, un mois en salle à Montréal, les tournées des festivals, des cinémas d'art et d'essai un peu partout au Québec. Et c'est un commentaire qui revient tout le temps et que j'adore entendre ça. Merci de nous laisser vivre le temps et le moment présent et la durée des plans. Et peu importe la génération, là. C'est sûr que dépendamment des lieux, bon, dans la salle, il peut y avoir plus de têtes blanches puis de têtes grises, mais quand il y a quelques jeunes de 25, 30, 35 ans qui voient le film, eux aussi, ils sont contents. Enfin, on ne va pas trop vite. Enfin, on n'est pas bombardé. C'est sûr que dans notre ère d'instantanéité, d'Internet, de toutes sortes de formats de films, je ne suis pas contre ça. Au contraire, ça prend, je pense, de tout comme expérience audiovisuelle. Mais ça, c'est un peu champ gauche, mettons. Tu sais. Mais moi, je remarque chez les cinéastes documentaristes, mais aussi de fiction, la génération montante au Québec, il y a comme une volonté de revenir justement à une sobriété dans les effets, à faire confiance au temps, même dans la mise en scène, soit du réel ou même de la fiction. Je trouve qu'il y a un beau rapport des jeunes cinéastes à ça, justement. Arrêtons d'aller trop vite juste pour faire flashy. L'important, c'est d'abord l'histoire qu'on a à raconter. Moi, j'adore faire mon plein. Quand je le fais, c'est moi qui le fais. Là. Si j'ai 3 caches à faire, ben, je tire mon plan plus pour avoir 3 caches. Si j'en ai 2, je le mets plus serré. S'ils vendent, ben, j'en mets moins. Je les mets plus loin pour les poigner surtout sous la passe, pour quand ils voient des aplats. Dépendant le vent. Le vent aide beaucoup à décider comment on mène la plaine. Quand ils vendent, le temps est couvert. Parce que quand ils ne vendent pas, ça vole beaucoup plus haut. Le temps clair, ben, c'est normal. Hein? Ça vole et tout quand ils ne vendent pas, mais c'est peut-être qu'ils vendent moins haut. Le vent les fait forcer à baisser parce que ça tire moins au vent. Plus bas, plus que tu voles bas, plus qu'il y a moins d'air. Puis ils sont moins prudents. Son côté un peu sauvage. Il aime le monde, c'est pas ça que je veux dire, mais il est heureux quand il s'en va à l'Oswep, en plus tout seul.
ferai le tour là, de voir s'il n'y a pas un nouvel oiseau, s'il n'y a pas un buton de terre il connaît tout. Il y a un mouton noir quelque part, puis qui n'était pas là, puis il le voit. Il faut qu'il prenne les longues vues pour voir qu'est-ce que c'est ça. C'est comme si c'était son île. Par rapport à l'art, qui est quand même un élément extrêmement important dans le film, parce qu'on parle, bon, évidemment, de Riopelle, on parle de Marc Séguin, et on parle de Gilles aussi, qui est à sa manière un artiste. Donc, c'est assez curieux. Je ne sais pas si ça a été une contamination, si on veut, de Riopelle, parce que même d'une façon un peu détournée, quand on le voit faire ses oies en papier, donc dans un geste quand même assez mécanique, mais très beau, hein, c'est 2 gestes et ça ressemble vraiment à un oie. Et à la fin du film, quand on le voit faire en pochoir, donc avec des brindilles et tout ça, donc on se dit qu'il y a quelque chose de la passation, en quelque sorte, qui est devenu un peu à sa manière un artiste, et c'en est un carrément. Et cette relation-là, alors, toi, personnellement, comment tu l'envisageais par rapport au film? Et je ne sais pas si tu peux en dire plus par rapport à Gilles puis par rapport à son rapport à l'art, parce qu'on le sent aussi évidemment, comme tu disais, il n'y a pas d'études, mais il y a quand même un œil, puis il a comme appris, en quelque sorte, à travers sa relation avec Riopelle, à voir les choses avec un œil justement plus artistique. Bien, moi, je te dis, Marc Séguin, à un moment donné, il y a une discussion dans la cache entre les deux qui dure 2 minutes et demie, que j'adore. Le plan dure 2 minutes et demie, ça aussi, c'est baveux, je pense. Je suis bien content, dans le bon sens du terme, je pense. À un moment donné, Marc dit à Gilles, tu sais peut-être pas, mais tu l'as peut-être nourri plus qu'il t'a nourri. Et moi, je pense qu'ils se sont les deux contaminés, dans le bon sens du terme. Les oies en papier que Gilles fait, les applants ou les leurres qui forment en papier une espèce d'origami, il fait ça depuis qu'il est tout jeune, parce que d'autres le faisaient avant lui à Lille. C'est du papier, bon, dit biodégradable, ils mettent ça dans la boue à marée basse, puis quand la marée revient, ça part à l'eau. Donc, juste ça, je trouve ça très, très poétique comme geste. On appelle les oiseaux, ils vont disparaître eux aussi à leur tour. Ils le faisaient avant. Alors que le pochoir, à la fin, pour faire un camouflage sur sa remorque, ça, c'est un clin d'œil à Riopelle. Il l'a vu faire, il l'a vu travailler beaucoup, pas juste l'hommage à Rosa Luxembourg, parce qu'à l'époque, Riopelle était trop vieux pour peindre à la spatule ou au pinceau. Il peignait à la bombe aérosol parce que la première raison, il était diminué physiquement. C'était plus simple pour lui physiquement. Il avait mal partout, le dos, machin. Il travaillait assis ou pas beaucoup longtemps debout. Donc, il a commencé à travailler à aérosol pour des raisons physiques. Gilles l'a beaucoup vu travailler comme ça. C'est sûr qu'il y a un clin d'œil à ça. Mais ils se sont nourris parce que Riopelle adorait Gilles travailler, regardait Gilles travailler. Il adorait le regarder faire ses applants en papier. Parce qu'il y a différentes sortes de leurres en bois, maintenant c'est en plastique moulé, mais à Lille, il y avait peu de moyens à l'époque, donc ils le faisaient eux-mêmes. Une des séquences, la séquence d'ouverture du film, quand Gilles fabrique des applants en contreplaqué, en bois et qui peint à la main, c'est lui avec d'autres Riopelle était très respectueux aussi de ça. Du côté bricoleur, artisan, parce que moi je dis qu'un artiste, que ce soit un artiste qui est passé par les grandes écoles ou par le cheminement officiel, académique, ou un artiste bricoleur. Ce sont des bricoleurs, ce sont des manuels. Donc, Gilles ne se prétend pas artiste, il ne se prétendra jamais artiste, il n'a pas un parcours intellectuel pour dire ça, mais en même temps, il a un certain sens du beau, il travaille avec ses mains, il est habile. Donc, je pense qu'ils se sont nourris là-dedans. Mais Riopelle était très apprécié par les gens de la place et dans son entourage, les amis en général, parce qu'il y avait un respect pour... Il détestait les intellectuels, il détestait les gens qui pétaient de la broue, qui volaient trop haut. Il aimait les gens qui étaient proches des choses simples. Gilles en est un. Mais il aimait aussi, il y avait un respect pour le savoir-faire. La séquence d'ouverture, quand on le voit faire ses applants en bois, bien, dans plusieurs panneaux de l'hommage à Rosa Luxembourg, l'hommage à Rosa Luxembourg, c'est un triptyque avec des panneaux de 4x8. Bien, à un moment donné, le dernier panneau du dernier triptyque, ce sont des oies en bois, bien, ça rappelle des oies en bois vêtues de noir. Certains exégètes de l'art ont dit que c'était comme une espèce de marche funèbre. Bien, on voit, et Riopelle lui a dit, de toute façon, c'est inspiré directement de ces oies faites en bois. Il y a plusieurs là-dedans aussi qui sont inspirés de ces oies en papier. Donc, et ça arrivait... Quand Gilles dit « j'ai placé des oies là-dessus », il n'a pas fait le travail à la place de l'artiste, mais ce qui arrivait... Quand il passait par l'atelier où ça se passait pendant 2-3 mois intensifs à l'automne 1992, Riopelle lui demandait « Gilles, toi, tu connais les oies, tu sais comment elles s'envolent, tu sais comment elles décollent, tu sais comment... Je voudrais suggérer que cette oie-là tombe. Je voudrais suggérer que cette oie-là vienne en train de mourir, puis, ou celle-là décolle. Comment tu la placerais? » Parce qu'il travaillait avec des vrais oies, hein, c'était des oiseaux
que Gilles avait chassé le jour même à la chasse ou qu'il avait trouvé mort sur le bord du chemin, qui l'amenait à Riopelle. Même Riopelle, des fois, il passait des commandes. Là. Ah, ramène-moi une coupe d'oie aujourd'hui. Bon. C'était à l'époque de la chasse, en plus, c'était pas du braconnage. Et après ça, il gardait les oies quelques jours, puis il les pochait littéralement, mais il demandait à Riopelle, à Gilles Gagné, de les placer sur la toile. Donc, encore une fois, c'est l'artisan, l'homme de la terre, qui a inspiré, qui a aidé Riopelle dans ces œuvres-là. C'est dans ici. Viens, non, si t'en viens. Il passe la qualité du bois. Là. Quand ça reprenne de l'air au-dessus du bois, hein? Moins de vent. Il y a des fois, là, tu sais, on le sait, hein, quand ça vole pas, hein. Ça donne le temps de penser à ses péchés. Ouais, toi, là, en tout cas. On n'est pas bien, bien. Des fois, on est un, pas souvent. Toujours le même. Toujours la même. Je vais commencer à utiliser. Je vais commencer à utiliser, ouais. Ah oui, il me gueule. On a bien notre chance, Marc. On a bien notre chance. Ça se peut pas qu'on n'ait pas là-dedans. Hein? Il y aura les quatre. Ouais. On va poigner le vent dans le dos, hein? Faut pogner à droite, là. On y va? Oh. Au-delà de la communication entre Gilles et Riopelle, il y a aussi un lien avec Marc Séguin et Riopelle. Donc, il y a une sorte de communication qui est quand même assez intéressante. Puis Marc Séguin, là-dedans, comment il arrive dans le projet? Est-ce que c'était établi au début que tu voulais qu'il soit là dans le film? Ou... Au début, je n'étais pas certain parce que d'abord, je sortais d'un film fait avec lui ou presque. C'était pas un film sur... Je ne voulais pas qu'il soit trop présent, Marc, pour une raison... Une première raison évidente, je venais d'en faire un, j'allais cogner aux portes des mêmes institutions de financement, on ne dirait pas un autre film sur Marc Séguin. On m'aurait répondu ça, et avec raison, si ça avait été le cas. Donc, je voulais qu'il soit un peu effacé, mais comme les hasards de la vie, la filiation naturelle qui s'est placée, j'ai fini par y donner une place, et aussi parce que quand Gilles accompagne des clients, des vrais clients, entre guillemets, à la chasse, c'est pas tout à fait le même rapport. C'est un rapport très clientèle. Mm-hmm. Alors que quand il est avec Marc, Marc, c'est un ami, c'est devenu un ami assez proche. En plus que Marc est de plus en plus impliqué dans la sauvegarde du patrimoine à l'île aux Oies, donc ils se connaissent très bien. Ils avaient des dialogues, l'espèce d'amitié qu'il y a eu, parce qu'on m'en a parlé beaucoup, j'étais pas là à l'époque, mais entre Gilles Gagné et M. Riopelle, comme il l'appelle, parce qu'il l'appelle toujours et encore M. Riopelle. Il ne l'a jamais appelé Jean-Paul Riopelle. Gilles est toujours M. Riopelle. J'avais l'impression que le rapport qui s'est développé avec Marc était à peu près un rapport de respect et d'amitié mutuelle. D'ailleurs, Gilles a fini par me dire M. Riopelle, ça a été mon deuxième père parce que son père est mort il y avait à peine 20 ans. Alors que Marc, c'est comme le fils que je n'ai pas eu. J'ai deux filles, mais il n'y a pas eu de garçon. Donc, c'est un rapport assez fort. Donc, dans les moments de chasse où les deux discutent ensemble, je trouvais qu'il se passait des choses plus intéressantes que s'il avait été... Il chasse aussi avec d'autres amis, mais ça n'aurait pas été le même. En termes de potentiel cinématographique ou de potentiel émotif, ça n'aurait pas été la même chose. Donc, Marc est intéressant pour ça. Et je me suis servi aussi de Marc, avec son accord et sa complicité, d'espèce d'intervieweur sans l'aide vraiment, pour qu'il suscite la mémoire de Gilles, puis qu'il lui demande de raconter tel truc. Parce que, bon, oui, sinon je les suivais dans leur quotidien de chasseurs, de tout ça, de l'île. Mais s'il n'y avait pas eu Marc,
il n'y aurait pas eu ces moments-là. Et je voulais que ma voix soit effacée, et je voulais que ça se fasse sur un ton le plus naturel possible, qu'il ne soit pas en train d'être interviewé, mais bien de parler avec quelqu'un. Donc, Marc devient une espèce de susciteur de mémoire. Et ensuite, beaucoup plus tard dans le processus, quand est venu le temps, on a commencé le montage, puis là, l'utilisation des entrevues en voix off, en narration sur les images, Gilles, ça fonctionnait bien. Gina, la conjointe de Gilles, intervient un petit peu pour expliquer un peu plus la vie de l'île aux grues, la vie à Mi-Carême, la vie collective là-bas à l'île aux grues. Je trouvais qu'il y avait un rapport entre art et artiste qui n'était pas tout à fait clair. Gilles n'était pas capable de l'exprimer clairement. Puis moi, j'ai volontairement la séquence où Gilles va visiter, comme il le fait à chaque année, l'hommage à Rosa Luxembourg au musée. Je voulais que ce soit à peu près le seul moment où lui nous parle à nous, puis qu'il s'exprime directement sur ça. Mais comme il est très émotif, ça suscite plein de choses, plein de souvenirs, c'est là qui est intéressant. Mais j'avais besoin de lui faire dire des choses, qu'on comprenne un peu plus d'où venait l'œuvre, ça avait été quoi sa participation. Donc Marc m'a servi à ça. Et qui d'autre de mieux placé qu'un peintre lui-même, ayant connu un peu Riopelle, ayant un rapport similaire à l'île aux grues, à l'île aux oies, à la chasse, et à Gilles, pour l'exprimer aussi. Donc ça a été un peu ça son intervention. Mais ce dont je suis le plus content, c'est pas toujours comme ça, mais avant de commencer le tournage, la séquence du musée à l'île à Québec était pour moi, je la voyais comme la séquence charnière. Et bon, quand on a fait le tournage, puis le matériel s'est avéré plus fort que ce qu'on envisageait, on était très contents, mais c'est devenu la séquence charnière du film, où on comprend vraiment le rapport que, je pense, que Gilles a à son île, à Riopelle, parce que c'est fort aussi parce que cette œuvre-là raconte aussi la vie de Gilles. C'est la force de toutes les grandes œuvres, c'est-à-dire chaque spectateur peut avoir sa propre interprétation. Donc Gilles, non seulement il y a participé directement, mais ça parle de son pays. C'est très beau aussi qu'il dit qu'à chaque fois qu'il le voit, il a l'impression que l'œuvre est différente. Ça, c'est très, très beau. Ça, c'est extraordinaire. Peut-être en profiter pour parler un peu de cinéma, puis pas nécessairement d'influence, mais c'est sûr que moi, en voyant le film, j'ai pas pu m'empêcher de penser à certains grands documentaires québécois. Donc, évidemment, pour La Suite du monde, moi, je l'ai vu. Donc, certaines scènes, donc le fameux jeu à chaque année où les gens se déguisent. Bon, évidemment, c'est une pratique qu'il y avait aussi à l'île aux Coudes. T'en avais dit, Julien, t'as arrêté de prendre un coup. Ah ouais, à 8e? Ça se peut quasiment. On va arriver dernier? C'est une tradition qui se poursuit. Il ne faut pas que ça arrête. Je pense que ça met de quoi à l'île. Ça coupe l'hiver, là. Même si on est sur l'île, des fois, on ne se voit pas tout le monde, là. Puis les jeunes, ça va être la même affaire. Je pense que la tradition va rester. Moi, je suis un produit de la course autour du monde, Destination Monde, qui s'appelait Europasie à mon année, en 90-91.
Et on m'avait dit, Jean-Pierre Masse, un des juges permanents de l'émission à l'époque, avait eu la gentillesse de me dire au retour, « Ah, toi, dans tes reportages, tes films, ce qui transparaît, c'est que tu as une facilité à rencontrer les gens, au rapport humain, à rencontrer l'autre. Et là, tu devrais voir tel film, va à l'ONF, va voir des films, tu devrais. » Fait qu'ils m'ont comme, « Ah oui, je suis allé. » Et, bon, moi, je n'avais pas encore fait d'études en cinéma à l'époque. Donc, effectivement, quand j'ai vu pour La Suite du monde, mon grand-père vient de la Malbaie, il vient de Charlevoix, donc ça aussi, il y avait un rapprochement filial et familial évident, mais ça m'a marqué profondément. Et c'est pas mal à partir de ce film-là et d'autres films, je pense au Racketeur, Gilles Groux, les autres films que Perrault a fait à l'île aux Coudres, Les Voitures d'eau, pas Un pays sans bon sens, mais Le règne du jour. C'est sûr que ça m'a marqué. Cinéma de la parole, des gens proches du monde, respectueux. Bon, après ça, le cinéma de Perrault est devenu d'autres choses qui m'appelaient moins, disons, mais bon, il y a d'autres cinéastes qui ont suivi, donc j'ai beaucoup apprécié le travail. Bon, on n'invente rien ou on ne vient pas de nulle part. C'est sûr que tout ça finit par nous nourrir. Pour ce qui est de Noël à l'île aux grues de Richard Lavoie, je l'ai vu assez tardivement. J'ai vu ce film-là alors que j'avais fait Bullseye. Je connaissais déjà l'île aux grues quand j'ai vu ce film-là. Et c'est drôle, je m'en suis servi comme sujet de discussion parce que Gilles Gagné et d'autres, des gens que je rencontrais à Lille pendant ma recherche, finissaient tous par connaître du monde qui avait participé à ce film-là. Mais c'est un petit bijou parce que c'est un film qui est peu connu. Mais c'est sûr que quand j'ai commencé à réfléchir au projet, comment je vais tourner ça, comment on va raconter l'histoire, je pressentais, j'appréhendais le piège de faire du Perrault-Brault. Certains m'ont dit que oui, ça y ressemble, mais j'ai essayé de... Je me suis retenu un peu volontairement pour ne pas être trop là-dedans, pour ne pas trop tomber dans le folklore. C'est pas que c'est un défaut, mais ça a déjà été fait. Je ne voulais pas essayer d'avoir quelqu'un qui imite Perrault ou qui imite d'autres personnes. Donc, oui, la mi-carême qu'on voit pour La Suite du monde, ça fait référence à Perrault, c'est sûr, et à Brault. Mais j'en avais besoin, je voulais la garder parce que le Gilles Gagné de l'île aux grues n'est pas le même que le Gilles Gagné de l'île aux oies. L'île aux oies, il est là souvent seul, il se retrouve dans son univers, c'est comme sa chapelle, il est là dans le silence. L'île aux grues, il retrouve ses amis, sa famille, et c'est un gars grégaire, c'est aussi un gars de gang, Gilles. Et il participe beaucoup dans les activités de l'île, il participe beaucoup dans la mi-carême, de voir un gars, bon, début soixantaine, joueur de se costumer en pierrot avec des masques. Ils participent tout à ça, les messieurs, les gars qui vont travailler. Bon, puis même la séquence où ils réparent une chaloupe en bois, on pourrait penser aux voitures d'eau encore de Pierre Perrault, mais puis le fleuve qui est tout proche. Donc, j'avais besoin de ces moments-là, mais je les ai réduits un peu justement pour me servir d'eux pour raconter ce que Gilles est quand il est à l'île aux grues, mais pour passer à autre chose après. Qu'il en reste un peu, c'est normal. Quand on m'en parle, je le prends comme un compliment, tant mieux. Puis des fois, je faisais même des gags. À un moment donné, on est sur une espèce de belvédère d'observation qu'il y a à l'île, qui n'est pas très loin de l'église. Et à un moment donné, avec la lentille, en s'approchant, je regarde dans le viseur, mon caméraman, on faisait du visuel, des plans, la lumière était belle. Et là, j'ai le clocher de côté. Et comment c'est cadré, ça ressemble à l'inverse, au plan d'ouverture de Pour la Suite du monde, quand il y a quelqu'un dans le clocher, puis le titre apparaît. Et là, je dis à mon caméraman, là, c'était François Vincelette à ce moment-là, je dis, François, on est en train de refaire le plan d'ouverture Pour la Suite du monde. On l'a filmé, mais il n'est pas au montage, volontairement, parce que, bon, il n'y a pas grand monde qui l'aurait vu, là, on s'entend. Mais je ne voulais pas être trop auto-référentiel non plus. Toute une dernière question, simplement savoir si le film a pu être présenté soit à l'île aux grues, je ne sais pas s'il y a une salle de cinéma, quelque chose qui s'y apparente, et si, évidemment, si Gilles Gagné a vu le film. Alors, Gilles d'abord, le film n'a pas été présenté à l'île aux grues même, il a été présenté à Montmagny, donc de l'autre côté. Il n'a pas été présenté en salle de façon officielle. À la demande un peu de Gilles et Gina, je pense qu'ils voulaient se garder une certaine pudeur, mais tous leurs amis, leurs proches, tout le monde qui voulait le voir l'ont vu à Montmagny. Et aussi, Gilles était là au lancement. Le film a été lancé en mars dernier au Musée national des beaux-arts à Québec. Donc, c'était un beau retour d'ascenseur. La séquence importante a été filmée là. Dans une nouvelle salle de cinéma, dans les cadres de la soirée d'ouverture de l'édition de Québec du Festival international du film sur l'art. La salle était bondée, 260 personnes. Gilles était là avec Gina et des amis. C'était un moment très, très touchant, d'ailleurs. Donc, il était heureux, évidemment. C'est sûr que l'écran était gigantesque. L'écran est gigantesque. Quand tu te vois en gros plan à cette grandeur-là, le choc est quelque chose. Gina,
probablement coquette et aussi pudique, plus pudique que Gilles. Elle dit, si tu m'avais dit, en blague, là, mais après, elle me dit, si tu m'avais dit que ça allait être de même, je pense que j'aurais dit non, tu sais, parce que, oh, pas l'air, c'est gros un peu, tu sais. Mais par contre, le film, elle a un musée, Gina tient un musée extraordinaire à l'île aux Grues qui s'appelle le musée de l'île aux Grues, dans une ancienne grange, où on voit des artefacts ou les différents modes de vie et cultures propres à l'île, les courses de canot à glace, la fromagerie, la mi-carême. Et le film, cet été, était présenté sur un écran de taille moyenne, disons, quelques fois par jour dans le musée. C'est comme une exclusivité que je lui ai offert, évidemment, pour la remercier et tout ça. Donc, le film était présenté là. Donc, j'imagine que les insulaires, les gens de l'île sont allés le voir comme ça. Il n'est pas dit qu'éventuellement... Peut-être je vais leur présenter à Montmagny l'hiver prochain. Donc, les gens de l'île sont les bienvenus. Et pour les gens qui n'étaient pas à Saint-Séverin, malheureusement, et qui n'ont pas pu voir ton film ici sur grand écran, est-ce qu'il y aura un moyen bientôt? Est-ce qu'il est déjà disponible en ligne? Est-ce qu'il sera bientôt? Le film continue à se promener dans certains événements au Québec. Et là, il a été vendu à Radio-Canada. Il sera en version 52 minutes, probablement au printemps 2019. Là, on n'a pas encore de date officielle. Mais sinon, via la page Facebook du film, L'Homme de l'île sur Facebook, facile à trouver. La vie du film, l'information est là, quoi. Bien, Bruno Bouliane, merci beaucoup d'être venu à Saint-Séverin au Festival du film pour présenter ton film L'Homme de l'île. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je vais paraphraser mon film. Merci pour le temps. C'est le fond des longues entrevues comme ça. J'adore ça. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Bien sûr. On était à l'eau, on prenait un verre de vin. Bon, vous avez le plan la même chose, il était des papiers blancs. Là. Mais on regardait arriver, ça arrivait tout le temps à plein ciel. Tu sais comment ça arrive. Puis à un moment donné, quand il a fait 3 heures au Luxembourg, j'ai vu ça. J'ai vu ça sur le tableau. Au bout de 3-4 ans après, là, tu sais, il avait refait ça. Et ben, je pense plus à ça. Moi, je pensais plus à ça, là. Je faisais mon plein, il me regardait feuille. Il me disait pourquoi que je mets celui-là avec la tête en l'air, puis l'autre là-bas. Il questionnait. Puis, mais c'était la nature. Pour lui, c'était la nature. Il voyait une sorte d'oiseau, bien, on va du lièvre, il voyait un lièvre, tu sais, quand il travaillait, là, surtout les dernières années, quand il a travaillé ici. Ce sera fun de bomber, tu sais. Je ne sais pas ce que ça vous l'a dit. Un contrat. Un contrat. Il se promenait le soir, là, avec son corbillard, on descendait l'île aux Oies tous les deux. Puis il regardait la nature. On arrêtait à voyer un rond, il arrêtait, il regardait ça. Dire être un si gros chasseur pour revenir à raimer tellement la nature comme il aimait les oiseaux. Là. En dernier, là, c'était... Je voulais plus bomber bien en dernier, ça te faisait de la peine. À part que celui-là qu'on retrouve à mort, là, tu sais. Regarde. Mais être bien frais, là, avant que je le connaisse, là, je n'avais jamais regardé le coucher de soleil de ma vie. Mais être bien frais, oui, j'en ai peut-être bien regardé, là, mais pas comme là. Quand tu es assis dans une cage, je te le fais dire, là. Toi, tu penses pas à ça, là. Tu te fais dire, que c'est beau. Là, tu commences à aimer ça. Moi, puis je venais de même, là. On l'a appris que lui, à regarder le coucher de soleil, puis regarde, il n'y a pas un soir à ce temps qu'on regarde pas le coucher de soleil où élevé. Par rapport à... C'est lui qui nous a mis à... On est élevé dans la place, tu n'as pas le temps de regarder, là, le soleil, tu ne penses pas à ça pour commencer. Alors, quelle belle entrevue avec Bruno Bouliane et ce fameux film. Et moi, ce que je retiens, ce qui m'est apparu aussi dans cette entrevue, c'est comment le réalisateur a dû se mettre au rythme de son sujet, qui lui prenait le temps. Hein, c'est typiquement insulaire aussi. Eux autres, c'est un rythme très particulier. Tout prend du temps. Et c'est ça. Et Bruno Bouliane ne pouvait pas faire ça rapidement. Je crois que la chimie n'aurait pas opéré. Alors, on le voit Oui, puis ça très va avec bien. le rythme de la nature. On est sur une île, donc on suit Mère Nature. Oui, absolument. Alors, puis Bruno Bouliane, en tant que réalisateur de ce documentaire, a su justement s'adapter à cette réalité d'homme. Et il a vraiment, c'est une belle leçon de respect aussi. Autant pour l'homme, autant pour le temps aussi. Parlant d'adaptation, pour la 15e édition du festival, on a une petite nouveauté qui risque d'être extrêmement intéressante, qui est le volet jeunesse.
Tout à fait. Si tu veux nous en glisser un Oui, mot. alors c'est vraiment 2 films. Hein. Moi, je vous dis, prenez le temps de venir au festival avec vos enfants pour venir visionner la course des tucs. Alors, on voit déjà que c'est une course de luge avec des jeunes. Alors ça, c'est typiquement québécois. Et il y a aussi une colonie. Alors, prenez le temps de venir avec vos ados parce que c'est vraiment la transition entre le primaire et le secondaire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va vivre cette transition-là. Et des fois, ça peut aider les parents et les enfants à démystifier ce passage obligé. Exact. Alors, Richard, on pourrait peut-être dire aux gens pour justement venir voir ces belles découvertes aussi qu'on fait, les coordonnées du festival. Oui, effectivement. Alors, on peut voir le programme complet et les coordonnées du festival sur le site web du festival au www.festivalcinéséverin, tout d'un bout, pas d'accent.org. Et évidemment, nous suivre sur notre page Facebook où vous pourrez partager vos réactions, vos commentaires, vos idées aussi, vos suggestions. Oui. Hein, si vous avez des idées, on est ouvert. On peut aussi le faire sur le site web. Et en même temps, on peut aussi acheter ses billets en ligne jusqu'à quelques jours avant le festival, qui a lieu du 3 au 6 octobre cette année. Donc, on peut acheter la cinépasse ou des billets individuels directement en ligne et les récupérer à la billetterie à votre arrivée. La billetterie est toujours au pub. Alors, c'est l'occasion de prendre une bière en passant puis d'aller chercher vos billets ou un verre de vin. Ou de discuter. Ou de discuter. Tout ça. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.